Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Antoine Bazbous, politologue, spécialiste du monde arabe et de l'islam, associé de Forward Global, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Antoine Bazbous, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous parlerons de la France, nous sommes confrontés à la violence islamiste, mais nous commençons avec les menaces de guerre entre l'Iran et Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joe Biden qui dit « L'Iran menace de lancer une attaque importante contre Israël ». Est-ce que vous croyez à une attaque de l'Iran contre Israël, Antoine Bazbous? Il ne s'agit pas de croire d'ailleurs, mais est-ce que les signes sont là? À vrai dire, ce que je vois, ce sont des mises en scène, beaucoup de menaces. Mais quand on veut attaquer, on agit discrètement, secrètement, comme le Hamas le 7 octobre, comme Israël quand le 1er avril a attaqué et détruit le consulat d'Iran à Damas. Donc, quand on est vraiment sérieux, quand on veut la guerre, on l'annonce pas, on la fait, et puis après, on attend la réplique. Or là, je vois davantage les préliminaires d'une négociation à chaud que les Iraniens appellent de leur vœu avec les Américains pour redéfinir un peu l'avenir du Moyen-Orient avec eux comme puissance reconnue. Mais pourquoi Joe Biden fait cette déclaration alors, Antoine Bazbous? Parce que ça fait peut-être partie du jeu, et les Iraniens au plus haut niveau ont menacé. Mais généralement, quand le guide veut lancer une guerre, il appuie sur des boutons, il donne des instructions secrètement. Il fait pas ça dans un prêche d'Al-Eid à Téhéran, publiquement, devant les caméras du monde entier. Ceux qui veulent la guerre doivent agir avec secret et discrétion et surprendre leurs ennemis et non pas afficher qu'il a envie de faire la guerre. Je rappelle que l'Iran, la République islamique d'Iran, a prévenu qu'elle répliquera au bombardement de son consulat à Damas. Tout de même, hein, dans ce bombardement a été tué un général iranien de la force Al-Quds. Rappelez-nous ce qu'est la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est le bras armé des pasdaran iraniens à l'étranger. Et son fondateur, le principal personnage de cette force, c'est le général Qasem Soleimani, que les Américains ont tué dans une frappe de janvier 2020 en Irak. À l'époque, les Iraniens ont menacé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour ne pas perdre la face, ils ont lancé des missiles contre une base américaine en Irak, Ain el-Assad, en prévenant les Américains, allez aux abris, nous allons lancer des missiles. Et donc du coup, les Américains sont cachés dans les abris et les missiles sont arrivés, il n'y a pas eu un seul mort. Donc il faut que l'Iran sauve la face, et dans cette gesticulation, les Iraniens menacent pour peut-être pas grand-chose, mais aussi il peut y avoir des dérapages et que la guerre commence par des intentions, par des déclarations. À vrai dire, l'Iran veut faire la guerre par procuration. Et c'est pour ça que l'Iran a disposé autour d'Israël du Hamas, du Djihad islamique à Gaza, du Hezbollah au Liban et en Syrie, des Houthis au Yémen pour contrôler la mer Rouge, des milices irakiennes qui envoie des missiles par-dessus la Jordanie. Bref, l'Iran a créé des proxys, des essaims de frelons autour d'Israël pour pouvoir s'en servir sans faire lui-même la guerre à Israël. Oui, c'est-à-dire que c'est un encerclement, vous parliez, les milices syriennes, les milices irakiennes, les Houthis au Yémen, le Hezbollah, le Hamas, tout ça pour encercler Israël. C'est la stratégie de l'unité des fronts, de l'axe de la résistance mise en place par l'Iran. L'Iran ne veut pas faire la guerre directement. L'Iran veut faire la guerre par procuration à travers ses proxys, ses instruments qu'il a placés autour d'Israël. En revanche, aujourd'hui, Israël a intérêt à entraîner les États-Unis dans un conflit avec l'Iran pour détruire ne serait-ce que ses capacités nucléaires, les capacités de programme nucléaire. Donc c'est ça la différence entre les deux parties. Et d'ailleurs, pour la première fois, le 1er avril, Israël a attaqué directement l'Iran, mais publiquement,
à Damas, le consulat. Le consulat qui est territoire iranien. Qui bénéficie de l'extraterritorialité. Et donc c'est un territoire iranien. Eh oui, bien sûr. Antoine Bazbous, vous parliez de l'arme nucléaire de l'Iran. Où en est l'Iran? Parce qu'on ne sait plus. Avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a détourné l'attention, avec le conflit entre Israël et le Hamas qui a détourné l'attention. Pendant ce temps-là, l'Iran poursuit la fabrication de sa bombe nucléaire. Tout à fait. L'AIEA n'a plus accès au site d'enrichissement de l'uranium. L'AIEA, c'est l'Agence internationale atomique, je le rappelle. Oui, et les inspecteurs européens n'ont plus de visa pour accéder en Iran et pour aller faire leur métier. Et en plus, les caméras qui étaient placées dans les centrales ont été, neutralisées. Donc du coup, c'est le trou noir de ce programme. Ce qu'on sait, c'est que dans les derniers rapports, l'enrichissement de l'uranium, au lieu d'être à 3,76, il a dépassé les 60%. Et donc, il s'approche dangereusement de l'uranium enrichi pour usage militaire. Donc, l'Iran dispose aujourd'hui de quoi fabriquer 3 ou 4 bombes. Est-ce que, forcément, c'est leur intention, mais où est-ce qu'ils en sont par rapport à la sortie de la première bombe? Je n'en sais rien. Oui, vous n'en savez rien, mais Israël sait que l'Iran est en train de fabriquer sa bombe atomique. Donc, est-ce qu'Israël pourrait, en prévention, il y a déjà eu des attentats ou des destructions qui venaient d'Israël, en Iran même. Est-ce qu'Israël pourrait, préventivement bombarder ces sites, certains sites? D'un côté, Israël a fait assassiner le père du programme nucléaire iranien et plusieurs scientifiques, en Iran même. Israël a volé 7 tonnes d'archives nucléaires à travers l'Azerbaïdjan pour les acheminer en Israël. Et Netanyahou, à l'époque, a fait une conférence de presse pour exposer ces documents. Israël a aussi fait détruire une partie de ce programme à 3 reprises. La première fois, c'était par des attaques cyber. La deuxième fois, par l'attaque d'une machine piégée qui a été introduite. Et la troisième fois, c'était une attaque en surface. Sauf que les Iraniens ont compris, après ce qui s'est passé au programme irakien aux Irak, c'est-à-dire une destruction massive avec un seul passage de l'aviation israélienne, ou encore du programme syrien qui a été également détruit, eh bien, eux, ils ont enterré leur centrale sous terre, sous des montagnes, de sorte que ça sera extrêmement difficile de pouvoir toucher ces centrales. Oui, avec 2 pays, la menace est là, 2 pays. Alors, je ne vais pas, parce qu'on a beaucoup parlé de la menace russe, nucléaire russe, mais les Russes, franchement, Antoine Bazbous, n'utiliseront jamais l'arme nucléaire. Antoine Bazbous, il y a eu beaucoup de débats sur tous les plateaux de télévision, mais disons clairement les choses. La menace nucléaire russe, elle n'existe. Elle existe. Mais les Russes savent bien qu'ils seront rayés de la carte comme nous si jamais ils l'utilisent. Si jamais un pays doté de l'arme nucléaire utilise l'arme nucléaire contre d'autres pays qui sont dotés, eh bien tout le monde est mort. Donc il y aura personne pour sabrer le champagne après, parce que tout le monde sera mort. Alors, est-ce que l'Iran pourrait utiliser l'arme nucléaire contre Israël? Non, parce qu'il y aura plus de morts musulmans en Israël et dans son voisinage que d'Israéliens et de Juifs. Donc, c'est une arme psychologique, c'est une arme pour l'image. L'Iran veut être, dans le club des puissances nucléaires comme ses voisins pakistanais, indiens, israéliens. Et pour ça, comme la porte est fermée de ce club, eh bien, l'Iran veut rentrer par la fenêtre. Et la fenêtre, c'est en contournant les règles de l'AIEA et en débranchant les caméras et en empêchant les inspecteurs de venir voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le Hezbollah au sud Liban, allié de l'Iran, ne bouge pas vraiment?
Si, le Hezbollah a déclaré, à vrai dire, une guerre le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain du 7 octobre, une guerre de soutien au Hamas. Une guerre de soutien, mais en revanche, ça s'arrête là. Le Hezbollah a subi beaucoup de pertes. Plus de 40 commandants du Hezbollah ont été éliminés. Il faut faire la comparaison entre les compétences d'Israël à Gaza et ce qu'il fait au Liban et en Syrie. À Gaza, Netanyahou pensait acheter le Hamas avec l'argent du Qatar. Et dès lors que le Hamas fait une action qui déplaît à Israël, eh bien 2 jours de bombardement et ça s'arrête. En revanche, après l'échec d'Israël face au Hezbollah en 2006, à ce moment-là, ils ont constitué une base de données, une base de cibles extrêmement précise au Liban. Oui. Et de ce fait, il n'y a pas beaucoup de dégâts hors les militaires du Hezbollah, les miliciens du Hezbollah. Mais là, franchement, les drones les touchent dans leur chambre à coucher, dans leur voiture. Il y a eu beaucoup de dégâts et le Hezbollah n'est pas à l'aise dans cette affaire. Ben, je comprends. Un mot encore sur l'Iran, l'axe. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, était avec nous il y a quelques jours. Il me parlait de l'axe entre la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Il existe cet axe? Mais évidemment, il existe et il s'exprime particulièrement en Ukraine, où les munitions nord-coréennes où les missiles et les drones iraniens sont utilisés par la Russie, qui en manque dans ses propres usines, contre l'Ukraine tous les jours. Donc c'est un axe du mal, ou comment l'appeler autrement, qui bombarde l'Ukraine. Alors, revenons sur ce qui se passe à Gaza. Bon, le nombre de morts à Gaza, j'ai vu que les chiffres avaient été révisés. Vous avez vu, il y a eu des enquêtes internationales, notamment de Sky News. Moins de femmes et d'enfants parmi les victimes. Alors évidemment, là encore, entre Israël et le Hamas, il y a une guerre de communication évidente, mais comme entre l'Ukraine et la Russie. Antoine Bazbous, faut pas être naïf. Oui, les chiffres qui ont été affichés jusque-là, ça fait 33 500 personnes, plus 13 000 qui sont perdus, qui sont sous les décombres, qui n'ont pas été comptabilisés. Ils n'ont pas pu prendre l'avion, ils n'ont pas pu prendre un navire, les frontières sont fermées, donc ils sont sous les décombres. Donc on va être pas loin de 50 000 morts jusque-là, plus une centaine de milliers de blessés, sans parler de la famine. Et hier, au Congrès, la personne qui est chargée aux États-Unis des affaires humanitaires a parlé de la famine à Gaza, et franchement ça parle aux élus américains et à l'administration Biden. Oui, ce qui explique la position maintenant différente de l'administration Biden. Est-ce qu'on peut dire d'abord pourquoi est-ce que l'appel au cessez-le-feu d'Emmanuel Macron, du président égyptien et du roi de Jordanie finalement est tombé à l'eau? Personne n'a rebondi. Il y a eu aussi cette résolution de l'ONU, il y a quelques jours, personne n'a rebondi. Aujourd'hui, on nous parle sans cesse d'un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais rien ne vient. Oui, il y a des négociations qui sont au Caire entre le Hamas et Israël sous l'égide du patron de la CIA, mais ces négociations n'ont pas beaucoup avancé. Évidemment, si Israël arrête la guerre à Gaza, eh bien, c'est le Hamas qui a gagné, qui aura gagné, malgré la destruction massive, la terre brûlée exercée par Israël. C'est une forme de vengeance contre les Palestiniens qui ont osé attaquer le 7 octobre. En revanche, Sinwar gardera autour de lui ses 130 et quelques otages israéliens, et c'est sa protection en quelque sorte. Donc voilà, il y a une vraie difficulté. Échanger, blanchir les prisons israéliennes des prisonniers palestiniens, c'est un succès pour le Hamas. Mais sans cela, le Hamas ne veut pas libérer les otages pris le 7 octobre. Vous dites, les otages, c'est la garantie de survie du Hamas, c'est ce que vous dites, vous expliquez. Les dirigeants du Hamas, évidemment. Et d'un autre côté, alors on a cette situation-là, et d'un autre côté, on a Benjamin Netanyahou, qui continue aussi sa guerre
contre le Hamas pour assurer sa propre survie politique. Et peut-être pour ne pas se retrouver devant un tribunal et en prison. De toutes les façons, il a rendez-vous avec les tribunaux pour corruption, mais là, il va y avoir des commissions d'enquête pour savoir qui a failli. Et je crois que tout l'état-major de l'armée israélienne sera balayé à l'issue de cette commission d'enquête. Le chef d'état-major a lui-même reconnu, il a fait son mea culpa et il attend que la commission d'enquête passe pour laisser sa place. Donc, à vrai dire, Netanyahou est coupable d'avoir pensé qu'avec l'argent du Qatar, il va acheter le Hamas et la paix à Gaza. Il n'a pas vu, et c'est surtout ses services de renseignement n'ont pas vu les tunnels, n'ont pas vu les armes, les usines souterraines. Et donc ça, c'est un échec magistral pour Israël, le premier, le plus important. La dissuasion israélienne a vécu avec ce 7 octobre et 6 mois de guerre à Gaza, 360 km², sans venir à bout du Hamas. C'est un échec stratégique, d'où aujourd'hui l'Iran peut se permettre de harceler Israël, de le menacer, parce que la dissuasion israélienne a été démystifiée. Antoine Basbous, c'est passionnant. Vous êtes clair, c'est absolument passionnant. J'ai une question. Qui, aujourd'hui, au Proche-Orient, incarne un espoir de paix ? Le seul espoir qui puisse exister se trouve à la Maison-Blanche. Mais une Maison-Blanche qui a un plan et qui l'impose et qui s'investit. C'est-à-dire, le plan doit comprendre un État palestinien désarmé aux côtés d'Israël. Et pour désarmer un peu la haine, il faut placer des soldats américains, de l'OTAN, européens, entre les deux parties pour assurer la sécurité sur le long terme. Et pour ramener les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, ça fait quand même 50 ans que le processus de paix, que cette dynamique a été enclenchée par les accords de Camp David. Il ne faut pas laisser tomber cette opportunité, cette dynamique-là, et pour la ressusciter, pour la rendre viable, il faut que les Américains s'impliquent et imposent leur plan aux deux parties et non pas rester un peu comme un instrument entre les mains du gouvernement israélien. Antoine Basbous, il nous reste 4 minutes, 5 minutes. La France est confrontée à la violence islamiste. Les crimes et délits d'inspiration islamiste sont devenus récurrents en France. Pourquoi, selon vous ? Parce que la France a été trop laxiste. La France a été comme une auberge espagnole. Elle ne contrôlait pas les gens qu'elle accueillait. Et les gens qui sont nés ici et n'ont pas été éduqués comme il faut à la française. Je dirais, quand ils ne partagent pas les valeurs, ils ne sont pas renvoyés. Et donc, du coup, ce laxisme-là, de la police, de la justice, de la société, a conduit à ce genre d'action et de réaction. Oui, les rigoristes islamistes s'attaquent aux musulmans de France, de plus en plus souvent aux Français musulmans qu'ils veulent réislamiser. Et j'ai remarqué que les islamistes utilisaient le ramadan. Par exemple, le ramadan, il rappelle les règles strictes. Antoine Basbous. Oui, ce sont les charismatiques, des messianiques, des gens qui veulent imposer leur foi et qui ne reconnaissent pas que en France, la liberté, c'est primordial. Et que c'est la colonne vertébrale du pays, de la société, l'ADN. Chacun peut croire ou ne pas croire, et croire à ce qu'il veut ou pas du tout. Et donc, eux ne sont pas d'accord avec cela et sont tolérés. Il faut moins de tolérance avec ceux qui veulent imposer leur foi aux autres, fussent-ils musulmans. Fussent-ils musulmans. Donc, il faut absolument faire respecter l'état de droit. Antoine Basbous. Mais j'ai une question, est-ce que la loi islamique menace l'état de droit en France ? Si elle était appliquée, forcément, mais bon, elle est marginale et marginalisée. Oui. Il ne faut pas que cette frange des musulmans de France s'impose aux musulmans et impose leurs lois et leur mode de pensée, leur ADN en quelque sorte, qui est acheminé par Internet essentiellement. Il faut savoir que le rigorisme a disparu
des pays de l'origine. Aujourd'hui, les wahhabites, ça c'est intéressant, en Arabie, rasent les murs, ils sont en prison. Alors pourquoi doivent-ils s'exprimer aussi aisément en France ? Dans les pays où l'islam est né, ces pratiques-là ne sont plus, depuis 2015, à l'ordre du jour. Ça, c'est très intéressant pour faire comprendre à nos auditrices, à nos auditeurs. Les rigoristes en Arabie Saoudite, ou au Qatar, ou aux Émirats Arabes Unis, ne sont plus en odeur de sainteté, si je puis dire. Hein. Concernant l'Arabie et les Émirats Arabes Unis, ils luttent pied à pied contre les frères musulmans et leur doctrine. Et ça, c'est tous les jours. Et ils ne s'en cachent pas. En Arabie, la terre où a vu naître Bin Laden et sa doctrine wahhabite authentique, eh bien, les wahhabites rasent les murs, ils n'ont plus voix au chapitre. Donc, et ça, c'est seulement depuis 2015. Mais avant, évidemment, ils faisaient la pluie et le beau temps. Donc, voilà, dans les pays d'origine, cette idéologie est combattue, alors qu'en Europe, elle prospère. Elle ne l'est pas. Oui. Elle prospère en Europe. Elle est combattue dans les pays d'origine, elle n'est pas suffisamment combattue en Europe, c'est ce que vous dites. Voilà, il faut plus de rigueur et faire respecter l'ADN de l'identité française contre vents et marées. Contre vents et marées. Antoine Basbous, c'était passionnant. Je vous remercie d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes politologue, que vous êtes associé de Forward Global et fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Merci beaucoup pour vos connaissances partagées ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h55. Vous êtes ici avec nous et vous continuez à être avec nous. Nous parlerons beaucoup de lecture entre 9h30 et 10h, mais auparavant, je vous attends 0826 300 300. À tout de suite.